Mesdames, Messieurs, vous savez que les lundis, depuis un bon bout de temps, sur 5, sur 7 matins, nous avons décidé de faire un clin d'œil à nos héros nationaux, je dirais même internationaux, pourquoi pas, et nous mettons l'accent sur les grands hommes, les grandes femmes, les grandes figures, les grandes personnalités qui ont imprimé donc une sorte, je dirais, qui ont imprimé de leur personnalité à notre pays. Et aujourd'hui, Patrick Diossou se fait le plaisir de nous parler du 5e président du Dahomey, Tahirou Kongakou. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va? Ça va super bien. Content de vous retrouver sur votre émission. Oui, très content moi aussi. Alors, vous avez décidé, Patrick Diossou, de nous parler aujourd'hui du 5e président de notre pays. Oui, le 5e président de notre pays, c'est Tahirou Kongakou. 5e, lorsqu'on compte Justin Tometia Romandegbe. 5e parce que après Maga, il y a eu le général, il y a eu c'est tout un ensemble de mouvements qui ont conduit Tahirou Kongakou à devenir président. Il est né en 1913, il est parti en 1993, ça fait 3. Il a fait 23 ans. 23 ans comme président de la République. Donc, ça fait 3 aussi. Alors, Tahirou Kongakou, il est né à Djougou. Donc, il a grandi aussi à Djougou. Il a fait son école primaire. S'il faut parler simplement de sa vie primaire, son école primaire, secondaire à Djougou. Et après, il est venu à Victor Balo. À Porto Novo. Oui. Il a passé le concours pour être reçu à Victor Balo. Et de Victor Balo, il a passé un concours. Et c'est un concours qui était au plan, je dirais, international. C'est l'AOF. D'accord? L'Afrique occidentale française. Et en passant ce concours, il a été reçu pour faire sa formation d'instituteur adjoint à William Ponty, à Dakar, au Sénégal. Dakar qui était la capitale de l'AOF. Oui, en ce temps. Et il faut dire que l'Afrique occidentale française, pour nos amis un peu plus jeunes, que c'est cette Afrique-là qui regroupait tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, de Dakar, puisqu'il est devenu instituteur adjoint, et il fallait, en devenant instituteur adjoint, on vous affecte dans l'un des pays de l'Afrique occidentale française. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de revenir dans votre pays d'origine. Voilà. Vous devenez, je dirais, un fonctionnaire international. De tout l'espace. Oui, de tout l'espace de l'AOF. Oui. Et il est devenu fonctionnaire de l'AOF. Il a été affecté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et de là... Né au Bénin. Né au Bénin. Formé un peu au Bénin. Au Bénin. Formé au Sénégal. Au Sénégal. Affecté en Côte d'Ivoire. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, avant de commencer, la première année, c'était une année d'abord de formation militaire, parce que c'était obligatoire, une formation militaire obligatoire en ce temps, bien avant que ça ne revienne au temps du PAPB au Bénin. Et puis c'était une méthode pour fouetter davantage le patriotisme à l'époque. Exactement. Le patriotisme, le civisme et tout ce qu'il y a comme ensemble pour que l'être humain soit complet en tant qu'être qui puisse réussir réussir sa vie et réussir dans la vie. Oui. Alors, il a fait son service militaire. Et le service militaire lui a permis d'être soldat de 2e classe et puis de sortir sergent africain. Ah. Oui, c'était le titre en ce moment-là. Et il est sorti sergent africain parce qu'il était assez efficace, il était consciencieux au travail, il avait du soin dans ce qu'il faisait. Il n'était pas une ressource uniquement pour son pays. Non. C'est pour tout l'espace. C'est pour tout l'espace. Occidentale française. Oui. Alors il a continué à enseigner en Côte d'Ivoire. Mais... appelé par une fibre patriotique, il a décidé de rentrer au pays, de revenir au Dahomey. Et revenu au Dahomey, et cela lui a permis d'être enseignant, instituteur adjoint à Cotonou. Et puis, en passant son CAP, enfin tous les diplômes professionnels, il a été promu
directeur d'école. Directeur d'école à Bembereke, directeur d'école à Djougou. Pendant sa ville natale. Sa ville natale. Qu'il retrouve quelques années plus tard. Oui. Donc, de Bembereke à Djougou, comme directeur, il a fait 16 ans. Dis donc. Oui. 16 ans de c'est la moitié d'une carrière, plus oui. 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 16 années. À 16 années. Ah, ben dis donc. Donc, je parlais de ces diplômes professionnels. Grâce à ces diplômes professionnels, c'était le DAP, le CAP. Et il est devenu maintenant instituteur hors classe, qui lui a permis d'être directeur. Et hors classe dès 1959, il a quitté l'enseignement en 1959 pour entrer dans le corps du commandement. Un corps de commandement où il a servi à Niki comme adjoint au commandant de cercle, puis sous-préfet. Vous voyez. Donc c'est comme ça que petit à petit il a glissé. La carrière politique a commencé. Sous-préfet, il a été nommé dans le corps des administrateurs dahoméens et muté à Tanguieta. Puis préfet du département de l'Atakora en 1963. Mais ça Patrick, fait 3 qui revient. Faut marquer une pause. Moi, j'ai bien envie de vous poser une question. N'oubliez surtout pas le point sur lequel vous étiez. Quand on regarde un peu la progression de l'homme, on remarque qu'il y a eu une formation, il y a eu un métier, puis la politique est apparue. Alors, ça veut dire qu'il avait un travail. Il avait une formation. Il était un homme de métier. Tout à fait. Avant d'intégrer la politique. Il n'est pas entré dans la politique par hasard. Par hasard ou bien parce qu'il n'y a pas mieux à faire. Non. Est-ce que vous pensez que la jeune génération fait le même choix, le même circuit aujourd'hui? Ce n'est pas certain. Je ne voudrais pas choquer cette jeune génération, mais je me dis que certains vont en politique parce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire ailleurs, ou parce qu'ils se disent, oui, là, je vais pouvoir m'enrichir. Et ils ne font pas un parcours, il n'y a pas un parcours vraiment qui puisse les conduire à la politique. Et les anciens avaient eu un parcours, ils avaient fait un parcours. Il faut avoir un métier. Il faut être professionnel de son domaine. Et mettre cette ressource à la disposition du pays par le biais de la politique. D'accord. Alors, donc, instituteur. Devenu administrateur, bon, donc commandant de cercle, puis, et c'est comme ça que petit à petit il a glissé vers la politique. Et en étant à la politique, je parlais de préfet de l'Atakora en 1963, j'ai dit le 3 qui revient, et en 65-66, disons qu'il a atteint un certain degré de sa carrière, et en 1966, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Vous voyez. Donc c'est un parcours qui est, je dirais, un parcours tranquille par rapport à celui qui est devenu fonctionnaire de l'État. Mais avant 66, où il est allé à la retraite, la vie politique, disons que cette vie polique l'a un tout petit peu rattrapé. Parce qu'il avait déjà commencé comme membre du premier parti du Dahomey, l'Union progressiste Dahomey, UPD, et de 1945 à 1951. Tout en étant instituteur, il participait. Il faisait déjà ses armes en matière de politique. Donc, il participait à tout ce qu'il y avait comme réunion pour pouvoir aider sa communauté à remonter. Non, d'abord, aider toute l'Afrique. On voit l'homme à l'antenne, grâce à la dextérité de Timothée Routon. On voit un peu la photo. C'est vrai qu'on parle de 1950 et quelques. Il n'y avait pas tellement moyen d'avoir des vidéos. Mais voilà un peu, disons, le visage du président Taïro Kongaku. Voilà. Merci d'avoir dit président. Mais avant d'être président, je parlais du premier parti du Dahomey. Et puis il est devenu... le parti a éclaté parce qu'il y avait eu quelques soubresauts. Certaines personnes du Septentrion ont trouvé qu'elles étaient lésées et ont formé avec Hubert Kutukumaga un autre parti. Et ces personnes... Taïro Kongaku en faisait partie. Il est le cofondateur et il est devenu même le secrétaire général adjoint du premier parti du Septentrion, le MDD. C'est le mouvement démocratique dahoméen.
D'accord. Et il est devenu secrétaire général, il est resté secrétaire général de 1952. De ce parti-là. De ce parti à 1952, de 1952 à 1957. Et il y a eu encore effritement pour ce parti. Et ce parti, il est parti. Lui, il est parti de ce parti, excusez la tautologie. Bien sûr, il a quitté le parti. Il a quitté le parti pour se retrouver à l'UDD-RDA de 58 à juillet 59. Il n'a pas fait, il a fait long feu. Donc, c'est pas pour jeter la pierre aux politiciens d'aujourd'hui, mais quitter un parti pour un autre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Oui. Et en ce moment-là, c'était parce que Maga se présentait pour la deuxième fois, il voulait être encore le représentant pour la troisième fois, et certains ont trouvé que ce n'était pas bien, qu'il fallait laisser la place à d'autres plus jeunes. Bon, ça lui a réussi parce que lui aussi, il est devenu député plus tard. Donc, 63, je parlais de 63, il entre dans le gouvernement provisoire du général Soglo. Le général Soglo qui avait fait un coup d'État à qui? À Maga. Ah ouais. Oui. Et lui, il est entré dans le gouvernement provisoire du général Soglo en tant que ministre des TP, travaux publics, ministre des télécommunications en ce moment-là, vous voyez, et ministre du tourisme. On a parlé des 3 T, ça fait T, travaux publics, et T, télécommunications, et T, tourisme. Donc, c'est à croire qu'il aimait les T. Oui, il aimait les T, il aimait les 3. Ah oui, oui. 3. Commençant par T, non, oui. En plus. Il devait avoir quelque chose avec les T, le cher président Tahirou Kongakou. Oui. Alors, en 64, il a été élu, parce que, ayant bougé du parti de Maga, il a été élu député, puis président de l'Assemblée nationale du Dahomey, sous l'étiquette maintenant du PDD. C'est toujours une transition, on parlera de transhumance. Et en novembre 1965, Kongakou est devenu président de la République et chef du gouvernement. Oui, comment? En 1963. En 1963, oui. Comment? Parce que il était, disons, le président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, et comme il y avait une situation où il fallait une nouvelle personne. Et à l'époque, c'est le président Arobandebe qui était au pouvoir. Oui. Et il y avait des frictions. Donc, on a décidé de passer le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Et ce sont les militaires qui avaient décidé de le faire. C'est en 65 plutôt, pas en 63, en 1965. Oui. 63, c'est le coup d'État pour Maga. Tout à fait. Alors, en 1965, il est devenu président de la République. En novembre. Mais il a fait juste quelques jours, de 29 novembre. Oui, du 29 novembre au 22 décembre. Donc, ça fait 23 jours pour être président, parce que le 22 décembre, il y a eu un coup d'État. Ah ouais. C'était l'époque où le Bénin était, comme le chantait Sagoran Danielou, l'enfant malade de l'Afrique. L'enfant malade de l'Afrique. Il y avait des coups d'État à foison. Oui. On a même connu des présidents d'un jour. Oui, voilà. Et donc, le 22 décembre 1963, l'armée a pris le pouvoir. Mais en janvier 1966, Kongakou, qui a pris sa retraite en tant qu'homme fonctionnaire, a décidé de prendre aussi sa retraite en tant qu'homme politique. Donc en 1966, il a donc décidé de laisser la vie publique. La vie publique, oui, de tout laisser. 2 ans après, il a été rappelé, non pas pour un poste totalement politique, il a été rappelé comme membre du Conseil social, du Conseil économique et social, le CES du Dahomey. Et ses pairs l'ont élu président, donc président du Conseil économique et social. Et c'est en 1968. Et petit à petit, il a repris un peu goût, mais avec l'avènement du PRPB, il est resté
très en retrait, totalement en retrait. Il a fallu que le renouveau démocratique revienne. À l'aune de la conférence nationale. Oui, exactement, pour qu'il soit choisi comme membre du HCR. Le HCR, c'est le Haut Conseil de la République. Pas le Haut Commissariat des réfugiés. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Le Haut Conseil de la République. Et c'est en tant que membre du Haut Conseil de la République que, en 1993, malheureusement, il a fait un accident de circulation. Ça s'est passé à 7 ans et il est parti de Via Tripa. Donc c'est une mort tragique. Une mort tragique qui fait garder quand même en mémoire que c'est un homme qui a eu un parcours, qui n'est pas entré en politique par hasard et qui a pu marquer son temps parce qu'il était un homme qui était droit dans ses bottes. Ceux qui l'ont côtoyé disaient qu'il ne marchandait pas sa vérité. Et parlant de ceux qui l'ont côtoyé, ce n'est pas faute d'avoir pris des contacts. Hein. Je souffle aux téléspectateurs que vous avez pris quand même beaucoup de contacts, mais on ne sait pas trop pourquoi. De plus en plus, les gens n'aiment pas parler du passé. Et ils se sont désistés au dernier moment. Et puis bon, on se retrouve donc à parler du président sans ceux qui vraiment l'ont côtoyé, alors qu'ils nous avaient promis être sur ce plateau ce matin. Oui, mais nous remercions tout de même Mariam Kongakou, sa fille, et qui nous a parlé, qui nous a longuement parlé de son père. C'est pour cela que nous avons encore en mémoire beaucoup de choses. Elle a pris le temps de nous parler de son père, de ce parcours. Et elle dit qu'elle ne pourrait pas être là parce que ça ravive encore certaines choses. C'est quand même intime d'une certaine façon et c'est assez direct quand même. On parle de la fille du président. C'était des amis, des anciens collaborateurs, des camarades, on peut encore comprendre. Oui, alors nous la saluons, c'est une pharmacienne et nous la saluons dans sa pharmacie. Et nous finissons en disant que il a été membre du HCR, ça je l'ai dit, mais il a reçu des distinctions que je voudrais énumérer rapidement ici. Bien sûr, mon cher Patrick. Et il a été chevalier des palmes académiques. Donc, ça ne m'étonne pas du moment où il a été, ou bien il est instituteur hors classe. Oui, voilà. Et vous savez qu'à l'époque, quand cette personne-là vous forme, vous avez quand même de la matière. Voilà, exactement. Ensuite, commandeur du mérite social. Puis, commandeur du mérite agricole. Vous imaginez donc, il a travaillé les champs. Quand il s'était retiré, c'est à ça qu'il s'était consacré. C'est à l'agriculture. Et puis, en fin de compte, grand officier de l'ordre national, en étant au Haut Conseil de la République. Donc, il est parti avec ces honneurs de la République. Eh bien, ce qui est sûr, Patrick, vous et moi, on ne travaille pas encore les champs, mais avec tout ce qu'on donne à la République, j'espère qu'un jour aussi, vous serez décoré, moi avec. Nous le souhaitons vivement. Bon, cher Patrick, ce qui est sûr, les yeux qui observent et qui décident de décorer vous observent depuis quand même un bon moment et ça viendra à coup sûr. À coup sûr. Allez. Je nous le souhaite à tous les deux. Ah oui, merci. J'accepte votre souhait. Merci. Allez, mon cher Patrick Dossou, merci de nous avoir replongé, voilà, j'y arrive, dans le passé et surtout d'avoir fait cette lumière sur le président Tahirou Kongakou. Lundi prochain, par la grâce de Dieu, on va ressusciter en greffe un autre héros de notre pays ou bien de notre continent, toujours avec vous, et pour montrer aux plus jeunes que on ne devrait pas nous supplier de nous intéresser à la vie publique de notre pays, quel que soit le domaine d'activité que où nous exerçons. Nous devons avoir aussi une pensée à ce qui se passe dans notre pays. Peut-être que nous avons des propositions, peut-être que nous avons des idées, des choses à faire valoir. Et donc, il ne faut pas rester dans son coin en disant la politique c'est pour les autres. Sinon, le président Tahirou Kongakou, pendant qu'il était instituteur, il travaillait quand même à être dans des partis, à militer. Et à donner des idées, à faire valoir ses idées, ses propositions. Et puis un jour, il est devenu président de la République. Et puis, il n'y a pas une formation construite pour devenir président. Oui, il n'y a pas une formation. Ça, c'est vrai. On milite pour le devenir. Alors, nous avons essayé depuis quelque temps, c'est tous les premiers lundis qu'on s'assoit c'est une expression, sur les anciens présidents. Donc, le premier lundi
du mois de mars, on ira au 6e président de la République. Nous n'allons pas évoquer son nom, chercher. On garde le suspense. Dans un mois, on se retrouve. Oui, dans un mois, on se retrouve pour un ancien président de la République. Mais le lundi prochain, oui, on est là pour parler d'un intellectuel. Le deuxième lundi, c'est un intellectuel, un grand intellectuel de la République. Et le lundi prochain, nous allons parler de celui-là qui est célébré cette semaine. Nous parlons déjà de lui, Paulin Rontondji. Ah oui, le grand philosophe. Le grand philosophe. Qui nous a quittés il y a quelques mois. Oui, il nous a quittés le 2 février 2024. Ça fait exactement un an. Oui. Alors nous allons parler de lui la semaine prochaine, le lundi prochain. Allez, mon cher Patrick Dessous, merci beaucoup de nous replonger dans le passé avec les grands hommes qui ont porté, qui ont laissé des empreintes au niveau du pays, au niveau du continent. On se retrouve lundi prochain, mais pas forcément lundi prochain. Vous allez revenir tout à l'heure sur le plateau pour qu'on parle du sujet qui va faire débat aujourd'hui, puisque, mesdames, messieurs, nous vous l'avons dit à l'entame de cette émission. À votre avis, comment est-ce que l'État béninois peut accompagner ou devrait accompagner les médias pour une presse libre et crédible à la fois? Vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'ils peuvent parler d'accompagnement de l'État et réclamer liberté et crédibilité à la fois? Eh bien, on fera le débat. Et oui, vous savez, depuis quelques années, l'aide de l'État à la presse a été un peu mise en métaphase 2, pour parler comme les biologistes. Et puis après, cette nouvelle mandature de la HAC a décidé donc de ressusciter cette aide de l'État à la presse. Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les réformes? Comment est-ce que les acteurs même de ce domaine-là voient cette réforme-là et ce retour probable de l'aide de l'État à la presse? On va en parler dans le débat. Et Patrick, vous serez avec nous sur le plateau pour discuter avec nos invités également. Tout à fait. Allez, on fait tout ceci, mesdames, messieurs, juste après cette pause.